Christophe Barbier à 7h45 et Alexis Lacroix tout de suite. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Nos éditeurs peuvent nous suivre notamment en vidéo sur nos chaînes Facebook et YouTube. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et c'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès de l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Pour rappel, 8 personnes, 7 hommes et une femme sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils sont accusés d'avoir contribué à la campagne de haine ayant conduit à l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine par un jeune islamiste radicalisé, russe d'origine tchétchène. Dans une chronique pour Le Point, cher Alexis, la romancière Émilie Frêche, qui a écrit sur ce drame, présente ce moment judiciaire comme le procès de la fatwa. Vous présenteriez la chose comme cela également? C'est une interprétation parfaitement valide. D'ailleurs, j'ai son livre là sous les yeux, Le Professeur, qui est voilà, chez Albin Michel. Non, c'était pas préparé, mais qui est un des bons livres qui paraissent, il y en a beaucoup, à l'occasion des 4 ans de l'assassinat de Samuel Paty dans son collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les circonstances que vous avez évidemment rappelées. Assassinat qui était une décapitation, donc avec, si vous voulez, immédiatement une référence aux tueries islamistes de masse, qui sont souvent d'ailleurs mises en scène, j'allais dire, dans la grande tradition, pardonnez-moi l'expression, de Daesh. Donc effectivement, à ce titre, ça ne me choque pas du tout qu'on emploie le terme de fatwa, car il s'agit bien effectivement d'une violence mise en scène, et on peut dire que l'un des enseignements macabres de l'assassinat de Samuel Paty, c'est qu'il y a en quelque sorte des avertisseurs, des signes, des antécédents qui sont décodés ou qui au contraire font l'objet d'un blackout, d'un refoulement, d'une absence de décodage pertinent. Dans le cas de Samuel Paty, à l'évidence, il y a eu des défaillances dans la chaîne de responsabilité au sein de l'éducation nationale. Mais si vous voulez qu'on aille sur le fond des choses, il est très difficile d'anticiper sur les condamnations. Certains, évidemment, des protagonistes de cette sombre affaire vont, à mon avis, encourir la perpétuité, en tout cas selon les réquisitions qui vont être faites. On ne va pas faire ici du commentaire judiciaire, d'ailleurs ça excède. Le terroriste a été tué par la police. Voilà. D'ailleurs, ça excède, mais il y a des complicités. Hein. C'est l'objet de. C'est les personnes qui sont. C'est l'objet devant la justice à partir d'aujourd'hui. C'est l'objet du procès qui commence aujourd'hui. Mais par contre, on peut réfléchir plus en termes principiels. Donc, il y a cette chaîne, en quelque sorte, de commandement au sein de l'éducation nationale qui n'a pas toujours bien fonctionné. Il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur l'institution elle-même. C'est trop facile. Vous voyez, la situation est évidemment très complexe. Mais il y a des signaux faibles à analyser. Voilà, mais il y a aussi, très rapidement. Il y a aussi parfois des radicalisations sans signaux faibles. Donc il ne faut pas, si vous voulez, systématiser la mise en cause de l'institution. En revanche, ce que l'on peut dire sur le contexte plus large, qui est vraiment d'ordre politique et social, c'est que malheureusement, l'école de la République, en dépit des efforts de nombreux ministres de l'éducation successifs et aussi de nombreux premiers ministres, je pense notamment à Manuel Valls quand il était à Matignon. Oui. L'école n'est plus le sanctuaire de la République inviolable. Elle est ouverte au grand vent des influences sociales, sociétales, mais aussi, effectivement, de l'influence du fondamentalisme islamique. Et donc, je vais vous citer... Elle est même devenue l'épicentre de ces tensions. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est l'épicentre des influences de l'islamisme, mais elle n'est pas indemne des influences de l'islamisme. Et on sait, et ça, Elisabeth Badinter a été une des premières à le pointer dès 1989, quand elle avait coordonné avec son mari Robert Badinter, mais aussi avec Régis Debray, avec Alain Finkielkraut, avec Catherine Kitzler, cette pétition historique contre le Munich de l'école républicaine. À l'époque, c'était l'affaire de Creil, donc les foulards de Creil. On sait qu'effectivement, il y a des stratégies des islamistes, pas forcément d'ailleurs radicaux, pour tester les capacités de résistance ou de résilience de l'école publique. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'aujourd'hui, on a totalement reculé. En revanche, nous ne sommes plus dans la situation que décrivait Jean Zay lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale du Front populaire et qu'il évoquait l'école de la République, ça vaut pour les établissements, bien sûr, d'enseignement secondaire aussi, comme un asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Malheureusement, aujourd'hui, l'un des tragiques enseignements de l'affaire Samuel Paty, c'est que l'école a cessé d'être cet asile inviolable. Et que donc, si l'on veut retrouver les voies et moyens d'une résistance globale à ces empiètements progressifs de l'islamisme, eh bien, vous avez raison. Cela commence par le terrain scolaire, par une resanctuarisation de l'école. Resanctuariser l'école, et aussi du principe de laïcité, Alexis ? Ça va ensemble. Vous savez, je suis l'un de ceux qui se réfèrent souvent à la tradition des grands républicains de la Troisième République. Je viens en citer un, d'ailleurs, Jean Zay, c'est pas de la bibine, si vous voulez. On peut en citer un autre. Jean Jaurès, dans l'Humanité. L'Humanité a bien changé. En 1904, il vient de fonder ce grand quotidien de la gauche française.
Et il souligne, dans un article de 1904, à quel point, en France, démocratie et laïcité sont des termes identiques. Aujourd'hui, ça paraît presque du charabia. Les gens diraient, mais quoi, démocratie et laïcité? Pas du tout, ça peut même s'opposer, dans la mesure où la laïcité serait parfois antidémocrate. Bah non, ouais. Justement, si on remonte au père fondateur de la pensée progressiste de la Troisième République, humaniste, progressiste, socialiste de la Troisième République, il y avait une sorte de coalescence, il y avait une identité entre la démocratie et la laïcité. Mais pardon Alexis, ce discours n'est plus audible dans une partie au moins de la gauche aujourd'hui. Ce discours n'est plus audible dans une partie de la gauche, on va dire en gros la France insoumise et tout ce qui pivote autour, à l'exception, parce que là aussi il faut être quand même, si vous voulez, nuancé, précis dans les analyses, à l'exception de gens, je connais par exemple très bien Alexis Corbière, vous voyez d'ailleurs il a pris la poudre d'escampette par rapport au mélenchonisme. Bon, et qui lui-même est prof d'histoire géo. Bon, quand on discute avec un Alexis Corbière, quand on discute, vous voyez, là, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est peu importe, c'est la vérité. Quand on discute avec des professeurs qui penchent vers des opinions de gauche radicale, mais qui sont très fermes sur la laïcité, ça existe. Vous voyez, attention, il ne faut pas globaliser. Mais en revanche, vous avez raison. Cette phrase de Jaurès aujourd'hui, démocratie et laïcité sont des termes identiques, pourrait être reprise à son compte, mot pour mot, par des responsables de la droite républicaine, voire par des responsables du parti Reconquête, par exemple, vous voyez. Et aujourd'hui, à gauche, vous avez beaucoup de gens, je ne parle pas du Parti socialiste, qui sur ces affaires-là, quand même, c'est bien ressaisi. Mais vous avez beaucoup de gens à gauche, chez les écolos, a fortiori à la France insoumise, ils rougiraient de prononcer une telle phrase. Mais pourtant, vous voyez, si on revient aux fondamentaux de notre République laïque, sociale et fraternelle, c'est très important d'avoir conscience qu'effectivement, en France, l'État démocratique, l'État de droit démocratique, si l'on veut, pour parler comme les juristes d'aujourd'hui, s'est construit dans une sorte de, comment dire, d'avancée commune avec la construction de la laïcité, qui ne remonte pas à 89, qui était évidemment antérieure, vous voyez. Et donc, si on abandonne la laïcité aujourd'hui, quelles qu'en soient les modalités, si on abandonne la référence cardinale à la laïcité pour penser la question scolaire, on ouvre l'école de la République. Effectivement, les bâtons de l'école de la République sont grands ouverts à des intrusions qui peuvent déboucher sur des violences absolument dramatiques comme celle qu'a subie Samuel Paty. Ça va ensemble, vous voyez. Donc, ne traiter que le volet sécuritaire sans faire référence aux principes fondateurs de l'école républicaine, c'est à mon avis passer à côté de cet anniversaire et de ce début de procès. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. On peut retrouver cet échange, notamment vidéo, sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à demain. Et à demain, bien sûr, avec plaisir.